Donc oui, je suis Fabienne Martin-Adam. Merci beaucoup pour l'invitation. Je suis responsable de l'inventaire et de la documentation des collections au sein du pôle conservation au Musée de Bretagne. Et donc, je vais vous présenter l'expérimentation que nous faisons sur la document participative des collections depuis 2017, depuis l'ouverture de notre nouveau portail des collections. Alors, en deux mots avant le Musée de Bretagne. Donc, le Musée de Bretagne, c'est un musée d'histoire et de société qui est situé au Champ Libre depuis 2006, dans ce grand bâtiment que vous voyez ici. Donc, à la Bibliothèque de Rennes Métropole, un espace des sciences et le Musée de Bretagne. Mais c'est un musée qui a une histoire beaucoup plus longue puisque le socle des collections est issu de saisies révolutionnaires. Une vue de l'exposition permanente pour que vous ayez une idée de ce à quoi ça ressemble. Donc, on a deux expos permanentes, une sur l'histoire de la Bretagne et une sur l'affaire Dreyfus, puisque le procès en révision d'Alfred Dreyfus a eu lieu en 1899 à Rennes et que ça a donné lieu à une grosse collection au musée. Alors, ce que je voulais aussi vous dire au préalable, c'est qu'on a des collections très variées en termes de typologie et très importantes en termes de quantité. Là, je vous ai mis quelques photos des réserves. Donc, on a des collections d'archéologie. Voilà, toutes les réserves n'y sont pas là. On a plusieurs lieux de réserve. On a des collections d'archéologie, de numismatique, d'ethno avec de la vie domestique et de la vie professionnelle, des arts graphiques, des collections photographiques. Et en tout, on a plus de 700 000 items conservés. Ce n'est pas encore bien parce qu'on n'a pas fini de récoller tous nos lieux de réserve, mais voilà, on est dans ces quantités-là. Et je vous dis ça parce qu'en fait, juste pour vous dire qu'avec une équipe où on a deux personnes qui font de l'inventaire, plus des contractuels et des stagiaires, bien sûr, qui viennent nous aider régulièrement, on ne peut pas documenter les 700 000 items nous-mêmes, ce n'est pas possible. Alors, toutes les collections qui rentrent maintenant le sont bien sûr, elles sont documentées le plus finement possible, mais les collections qui sont là depuis la seconde moitié du 19e siècle, on a aussi des fonds photographiques entiers qui sont rentrés dans les années 70, pour lesquels on n'a pas de documentation, on n'a pas de localisation, on n'a pas de nom de personne, etc. On ne peut pas, on n'a pas la possibilité matérielle de le faire nous-mêmes. On externalise certains chantiers. Là, vous voyez dans la réserve art graphique, en haut à droite, l'externalisation de cet inventaire-là. Mais même en cas d'externalisation, on ne va pas jusqu'à la documentation parce que ça nous coûterait trop cher. En fait, on n'aurait pas les budgets de demander également une documentation des collections. Donc, ce sont des choses qui restent à faire. Ah, il me manque une photo qui s'en va tout le temps. Alors oui, je voulais juste vous reciter la participation au musée en dehors de la documentation des collections, ce que ça recouvre. Donc, il y a des collectes également. Là, on a l'exemple d'une collecte de vêtements de travail qu'on a fait dans les années 2010. On fait actuellement une collecte sur les pratiques sportives amateurs, qui a du mal à prendre d'ailleurs. Et puis, à côté, il y avait également une photographie qui vous montrait en fait l'association des Amis du Musée de Bretagne, qui est très active, très dynamique et qui nous aide quasiment au quotidien. Alors, pas au quotidien, mais toutes les semaines, de manière hebdomadaire, ils viennent dépoussiérer les fonds photographiques, les reconditionner. Donc ça, c'est une aide très importante. Enfin, c'est une participation qu'ils aiment beaucoup parce que c'est aussi un lieu d'échange, un moment convivial pour eux. Et pour nous, c'est vraiment très utile. Alors, la participation, c'est aussi au sein des expositions, comme j'imagine dans vos musées. On a toujours des actions où le visiteur est amené à participer à l'exposition. Donc, ici, à gauche, c'est l'exposition Odorico Mosaïste Art Déco, ou donc une exposition sur une famille de mosaïstes italiens installés à Rennes pendant une centaine d'années. Donc là, on proposait aux visiteurs en fait, de réaliser avec un mosaïste et de manière collaborative, une mosaïque. Enfin, on en a même réalisé 3 pendant tout le temps de l'exposition. Donc voilà, la participation au sein des expos, maintenant, elle est bien installée. Et puis, on a aussi accueilli un événement muséomix, organisé un événement de muséomix où, en fait, toute une communauté de personnes est venue analyser nos expositions temporaires et permanentes et proposer d'autres choses pour les améliorer. Donc, c'est aussi la participation, c'est aussi beaucoup de liens avec la communauté du libre. Alors, c'est une communauté qui est très importante à Rennes, qui est très développée. On a une grosse communauté de Wikimédiens donc, qui viennent faire des ateliers une fois par mois à peu près en prenant pour base les collections du Musée de Bretagne. Et puis, c'est aussi des liens avec OpenStreetMap qui vient régulièrement cartographier l'intérieur du musée. Voilà, donc il y a une participation de toutes ces communautés du libre également. Donc, j'en arrive
Au sujet plus précis, donc la documentation participative. Donc, cette documentation, en fait, elle vient en parallèle de documentations qui peuvent être faites par des chercheurs, par des étudiants, des universitaires qui vont s'attacher à étudier un fonds dans sa globalité ou une thématique. Donc, cette documentation participative est faite par toute personne qui souhaite s'intéresser aux collections du musée, qui souhaite enrichir les collections du musée. Donc, ce ne sont pas des universitaires forcément. Cette documentation, pour réaliser cette documentation, on s'appuie sur notre portail des collections qui a ouvert en 2017. C'est l'outil dont on se sert pour ça. Et pour ça, on avait besoin d'avoir quelques principes. Donc, il fallait forcément des collections ouvertes, puisqu'il faut que ces collections puissent être publiées, mises en ligne. Donc voilà, donc quand c'est dans le domaine public, ça ne pose pas de problème. Quand ce sont des collections qui sont encore sous droit, on a eu toute une phase de contrat de cession de droit à mettre en place. Donc on contacte les auteurs, les ayants droit, on leur propose une cession de droit en proposant des licences Creative Commons pour avoir des collections les plus ouvertes et les plus réutilisables possibles. Il faut aussi des images de bonne qualité parce qu'il faut parfois zoomer sur une image pour reconnaître un lieu, pour reconnaître une personne. Donc, on a fait le choix de mettre en ligne des images de 3 mégaoctets en moyenne de poids. Et puis aussi, il faut la possibilité de commenter chaque notice, chaque image. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on avait demandé à notre prestataire, en fait, quand on a fait notre cahier des charges pour notre changement d'outil de gestion en 2015 et l'ouverture du portail. On avait déjà prévu cette possibilité de commenter chaque notice. Alors, on avait prévu ça parce qu'en fait, avant, dans l'ancien site internet du musée, au début des années 2010, je dirais, on avait déjà une petite pratique de publication de notices à identifier des lieux qu'on ne connaissait pas. Ça avait pris un petit peu et puis on s'était rendu compte de l'intérêt que ça pouvait avoir et on s'était rendu compte que ça avait aussi de l'intérêt pour les internautes. Donc, c'est quelque chose qu'on a mis en place dans le nouveau portail. Donc, qu'est-ce qu'on va soumettre à l'identification ? Alors déjà, toutes les collections, parce que je vous ai dit, toutes les collections peuvent être commentées. Donc, il n'y a pas que les collections qu'on regroupe, nous, dans un lieu particulier pour être commentées qui le sont. Les gens vraiment vont commenter toutes sortes de notices. Et celles que nous, on propose à l'indexation, ce sont des collections qui ont perdu leur contexte de création. Alors, soit elles sont arrivées sans contexte déjà, donc voilà, chose qu'on ne fait plus, hein, mais ça peut arriver que des collections soient arrivées dans la seconde partie du 19e, mais sans contexte. Donc voilà, c'est un peu compliqué. Ou des collections qui, au fur et à mesure des déménagements, des changements, ont perdu leur contexte. Donc, c'est le cas des deux images que vous avez là, deux exemples. Hein. La photographie du haut, c'est une photographie qui vient d'un fonds d'architecte. On a le nom de l'architecte. En revanche, le bâtiment qui est derrière, voilà, on n'a pas du tout de... On ne connaît pas son lieu, son usage. Donc ça, c'est une photo qui est en ce moment en cours d'indexation. Et puis, on a aussi énormément aussi de photographies de mariage dans tous les fonds photographiques qu'on a acquis, parce que dans les années 70, le Musée de Bretagne a acquis des fonds de photographes entiers. Donc voilà, avec des photos, des centaines et des centaines de photographies de mariage. Donc là, les généalogistes nous aident beaucoup. Voilà, les généalogistes à titre pas professionnel, hein, amateur, vont dans les services d'archives. Parfois, on a un nom, parfois, on a deux noms, parfois, on a le nom d'une commune. Donc, vont dans les services d'archives ou consultent en ligne, puisque maintenant, tout ça est beaucoup numérisé, et vont voir les familles pour confirmer l'attribution, pour confirmer l'identification et essayer de retrouver le maximum de noms de personnes possibles. Donc, ça, c'est un travail qui est fait aussi, qui nous est très utile. Et puis parfois, on a aussi des collections spécifiques parce que je vous ai dit tout à l'heure, on a plus de 700 000 items, on est à peu près 2 à faire l'inventaire et du coup, on ne peut pas tout connaître, tous les types de collections, donc il y a des collections qu'on ne peut pas identifier du tout nous-mêmes. Alors, ce que ça donne, voilà, là, on est en fait, comment on le fait? On fait ça sur le portail des collections, je vous ai dit, on a ouvert une page spécifique qui s'appelle des collections à identifier. Et là, vous voyez en bas, donc on a les collections qui sont en attente d'identification. Donc, vous cliquez sur cette image et vous arrivez sur quelques dizaines d'images qui ne sont pas indexées pour lesquelles on demande l'aide des internautes. Et puis, vous avez aussi un petit peu au milieu, là, identifiées par les internautes, vous avez les collections qui, elles, ont déjà été identifiées par les internautes. Ça, c'est une demande qui nous a été faite, on n'y avait pas forcément pensé d'emblée.
Mais comme on a maintenant un bon échange avec les personnes qui contribuent, qui indexent les collections, c'est quelque chose qu'on a créé à leur demande et on aurait dû y penser tout de suite, on n'y avait pas pensé. Voilà, on aime bien, quand on n'a pas trouvé une énigme, on aime bien savoir si quelqu'un d'autre a trouvé et en fait où c'était et se dire « Ah mais bien sûr, je n'y avais pas pensé ». Donc voilà, cette page, elle a évolué aussi dans le dialogue avec la communauté des contributeurs. Donc, ça marche plutôt bien puisqu'en 4 ans, on a eu plus de 1500 items documentés par à peu près 100 contributeurs. Enfin, ils sont un petit peu plus de 100 maintenant. On n'avait pas, excusez-moi, on n'avait pas communiqué en fait sur cette possibilité-là. Ça s'est fait un petit peu tout seul. Il y avait des gens qui connaissaient déjà ça de l'ancien site, mais on n'a pas forcément beaucoup communiqué parce qu'on est une toute petite équipe et qu'il faut aussi pouvoir répondre aux gens. Enfin voilà, il ne faut pas que les gens se sentent tout seuls à poster des commentaires et qu'il n'y ait aucun retour. Donc, c'est quelque chose qu'on a voulu faire de manière assez modeste, mais qui fonctionne. Alors, le type d'informations que l'on peut recueillir, c'est beaucoup d'informations sur le lieu. On avait, par exemple, dans un fonds de photographie industrielle, beaucoup de photographies de boulangerie, dont on ne connaissait pas du tout la localisation. Donc là, je vous ai mis l'image à gauche et en fait, à droite, il y a le pavé de texte, le bas de la notice, en fait, où l'internaute peut commenter et où je lui réponds en lui disant « Merci, c'est bien ça, merci beaucoup ». Voilà, donc beaucoup de localisation. Parfois, on a même les coordonnées GPS précises, donc c'est vraiment très pratique. Du coup, c'est très pratique à vérifier aussi, puisqu'après, il y a forcément une vérification. On a aussi des identifications de noms de personnes. Alors là, je vous en parlais tout à l'heure pour les photographies de mariage, mais là, par exemple, on avait cette photographie de coureur cycliste dont on ne connaissait pas le nom. Moi, je ne suis pas spécialiste des coureurs cyclistes. Voilà. Donc, on a eu un premier commentaire, vous voyez tout en bas de l'écran, qui nous disait que c'était l'équipe Saint-Raphaël Campagnolo qui n'avait existé qu'en 1964. Et du coup, ça a mis un autre internaute sur la piste qui nous a dit Jacques Anquetil. Et effectivement, on a vérifié, c'est bien Jacques Anquetil. Donc, il y a aussi en fait un échange entre contributeurs qui est assez sympa, qui fait qu'on avance comme ça, pas à pas, mais on y arrive. Et puis parfois, ça va beaucoup plus loin. On avait cette photographie d'une rue à Saint-Malo avant le bombardement. Donc, qui était la rue des Petits Degrés. Et puis voilà, on savait que c'était un commerce, on savait que c'était à Saint-Malo, la rue des Petits Degrés. Et en fait, il y a une personne qui est allée aux archives, qui a consulté le cadastre, qui a consulté le recensement. Et maintenant, on sait exactement le numéro de la parcelle, les noms des commerçants à cette époque-là, à qui ils avaient acheté, à qui ils ont vendu après. Enfin, maintenant, grâce à cette personne qui s'est piquée au jeu de la recherche, on connaît un bon historique de ce magasin-là. Donc ça, c'est par exemple quelque chose qu'on n'aurait pas le temps de faire, étant donné qu'on ne s'occupe pas que de la documentation des collections, mais on s'occupe aussi de l'acquisition, de l'inventaire, de la mise en ligne, de la photographie, voilà. Donc typiquement, c'est des informations qu'on aurait pu obtenir que si on avait eu vraiment un sujet de recherche pointu, une exposition sur le commerce à Saint-Malo, quelque chose comme ça. Mais c'est quelque chose que sinon, on n'aurait pas pris le temps de faire et on n'aurait pas ces informations. Alors voilà, ça c'est dans les cas un petit peu plus spécifiques, où là, on a ce plat, hein, on connaît la fabrique, mais bon, le motif, on ne connaissait que ce qui était inscrit. Et une personne, sans doute bien plus savante que nous sur ce sujet, nous a dit que c'était une reproduction d'une planche, la planche numéro 136, dans tel ouvrage, paru en telle année, etc., etc. C'est quelque chose qu'on n'aurait jamais pu savoir sans cette personne et qui est facilement vérifiable en plus, puisque tout ça, c'est numérisé sur Gallica. Donc voilà, ça nous a permis de faire un lien entre notre base et Gallica. Voilà. Donc après, il y a l'étape de vérification et d'intégration à l'outil de gestion des collections. Donc cette étape de vérification, pour ma part, c'est une demi-journée à peu près par semaine. J'y consacre à peu près une demi-journée. Alors, c'est sûr que c'est du temps, mais c'est des choses qui m'auraient pris beaucoup plus de temps si je les avais faites moi-même. Donc, voilà, je pense que c'est un bon compromis. Donc, une étape de vérification, puis en plus, cette étape de vérification, elle est variable. Parfois, ça peut être très rapide. Et puis, parfois, parmi les 100 contributeurs, on a un contributeur qui a contribué 300 fois, par exemple, qui a localisé 300 lieux. Donc, les 20, 30, 40 premières fois, on vérifie vraiment très précisément. Et quand on a un bon contact avec le contributeur, quand on sait qu'il ne s'est pas trompé les 50 premières fois, les vérifications d'après vont beaucoup plus vite. Donc, ces informations sont intégrées à notre outil de gestion.
Dès le lendemain, c'est en ligne aussi sur notre portail des collections. Donc, c'est une information après qui sert à tout le monde, qui nous sert à nous en interne, qui sert aux internautes. Enfin voilà, c'est vraiment un savoir qui est diffusé. Ça nous a particulièrement aidé pour une exposition de photographie qu'on a faite il y a 2 ans, je crois, sur les frères Géniaux. Donc, les frères Géniaux sont 2 frères qui ont beaucoup photographié dans le premier quart du XXe siècle. Ils ont photographié la Bretagne, mais aussi le sud de la France de manière très large, le nord de l'Afrique. Donc, pour identifier tous ces lieux, c'était vraiment très compliqué et on a réussi par ce biais-là à identifier une 50aine de lieux. Donc, ça, c'est de l'information qui a été tout de suite utilisée en plus dans l'exposition sur les frères Géniaux. Donc, voilà, c'est très utile, ça nous a été très utile. Je fais court parce qu'il n'y a pas beaucoup. Donc, ce qu'elle nous apporte, cette documentation participative, excusez-moi, c'est une meilleure documentation, donc une meilleure connaissance de nos collections et qui est bénéfique pour tout le monde. C'est aussi une nouvelle relation aux usagers parce que ça nous a amené à les rencontrer, ces usagers. Ça n'a pas été que du virtuel, on les a aussi invités au musée, on les a invités à se rencontrer, on les a invités à échanger sur quelques images, à leur demander ce qu'on pourrait améliorer dans nos relations. On leur a fait une visite d'exposition rien que pour eux. Enfin voilà, ça crée aussi une relation privilégiée. On a aussi créé une newsletter où on leur dit où on en est de nos chantiers des collections, par exemple, quelles sont les dernières images identifiées, quelles visites ils pourront voir ce mois-ci. Enfin, voilà. Ça a amené vraiment une nouvelle relation. Parce qu'avant, en fait, les relations que nous, pôle conservation, on avait avec les personnes qui s'intéressaient à nos collections, c'était quand même très descendant. Quelqu'un voulait avoir toutes les photos, je ne sais pas moi, de Plonévé du Mêlé. On lui envoyait et puis souvent, ça s'arrêtait là. Il n'y avait pas d'échange. Donc là, il y a vraiment un véritable échange qui se met en place. Et puis, je trouve pour nous, c'est une évolution bénéfique de nos métiers aussi parce qu'il y a beaucoup plus d'échanges. On va un peu vers de la médiation numérique, si on peut dire ça. Enfin, voilà, ça crée vraiment des évolutions que je trouve très intéressantes, en tout cas pour ma part. Donc, on fait ça à petits moyens, hein, je vous l'ai dit, on n'est pas beaucoup à pouvoir le faire, mais c'est vraiment très utile pour nous, surtout dans le cadre de notre chantier des collections photos, où en ce moment, on numérise, enfin, ça va durer 5 ans, hein, on numérise 500 000 négatifs photographiques, pour lesquels on manquera d'informations, c'est sûr. Et moi, je vais manquer de temps. Et du coup, on va recruter là, pour 2022 pour nous aider dans la diffusion des collections sur les différents réseaux possibles. Et pour nous aider dans la documentation des collections, on recrute un Wikimédien ou une Wikimédienne qui va nous aider à augmenter en fait, la documentation participative. Voilà pour les bénéfices.